Bonsoir, Jacques. Bonsoir, Daniel. Nous voici dans la période de questions, soit la deuxième partie de cette conférence. Alors, comme première question, une souffrance psychologique peut-elle avoir des effets sur le corps physique? Ben, c'est absolument évident. De toute façon, tous les phénomènes physiques viennent de... Ça tombe de tout partout. Ça a souffert dernièrement, je pense. Oui, ça a souffert dernièrement. Vois-tu, les phénomènes psychologiques, l'énergie vibratoire de l'astral engendre une forme vibratoire qui va nécessairement perturber l'entourage même de l'âme, donc les mémoires volatiles qui sont comprises entre l'enveloppe de l'âme et l'ego qui est centré. Là. On a déjà expliqué ça dans une conférence. C'est la semaine dernière, je crois. Alors, ce qui arrive, vois-tu, c'est que l'énergie même de l'astral qui est transformée par une souffrance, parce que c'est, disons, je ne peux pas expliquer en 15 minutes ou même en une demi-heure tout le phénomène même des transformations énergétiques au niveau de l'astral. J'ai pas le temps d'expliquer ce que devrait être un astral prêt, disons, à la fusion avec les autres corps, parce que c'est trop long, puis sans doute même un petit peu incompréhensible. Par contre, une chose qui est sûre, c'est que l'individu a une forme d'astral qui l'enclin à évoluer de par la vibration planétaire qui est changeante. Et la vibration planétaire est changeante d'une façon, disons, positive, c'est-à-dire qu'elle change pour le mieux. Pour le mieux, toujours en relation avec le but qu'elle vise, donc elle se dirige vers ce but-là, disons. Et l'homme, qui est en relation intime avec l'astral, donc la psychologie planétaire, n'a pas le choix, il doit évoluer, même s'il ne veut pas. Il est obligé d'évoluer, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Alors, ce qui fait qu'automatiquement, une souffrance psychologique ou n'importe quelle perturbation au niveau de l'astral, une perturbation, c'est quoi? C'est quand l'énergie astrale est rendue à un niveau, et cette énergie-là, en gros, est en harmonie avec le plan vital, en gros, de l'individu. Et ça, c'est en harmonie avec le plan physique, en gros, de l'individu. Donc, ta psychologie fit avec ton vital ou ta psychologie fit avec ton physique. Alors, quand on voit une personne, par exemple, qui est timide ou qui est colérique de nature, bien, normalement, ils ont un physique qui va avec leur état psychologique. Ce qui fait que les lignes des mains peuvent dénoter ou démarquer une certaine état psychologique de l'individu. La caractérologie aussi, la forme des sourcils, la forme, etc. Bon, un individu, évidemment, qui se conscientise, ben, n'a plus le corps qui va avec sa psychologie parce que la psychologie a changé. Et la psychologie changeant, donc la souffrance étant une lutte dans la psychologie, hein, une transformation de la mémoire. Alors, automatiquement, s'il y a une transformation dans l'énergie qui est en harmonie relative avec le plan physique, bien, automatiquement, si on transforme cette harmonie-là par la souffrance, par la peur à la longue, par le stress, qui est une peur à la longue, justement, bien, veut pas, l'harmonie physique finit par perturber l'énergie vitale. L'énergie vitale étant l'énergie qui retient les molécules ensemble, c'est-à-dire qui les oblige à prendre une forme et à garder la forme, c'est l'énergie vitale, c'est astral, c'est mémoriel. Bien évidemment, l'énergie vitale qui maintient le corps physique en molécules, parce que le corps physique, c'est astral aussi, c'est mémoriel, mais d'autres ordres, plus bas. Alors automatiquement, ce qui va arriver, c'est que si on perturbe l'énergie émotive, on perturbe l'énergie vitale qui maintient le corps en forme, donc on perturbe la forme du corps. Donc automatiquement, en perturbant l'énergie vitale, donc la souffrance d'une perturbation de l'énergie vitale et astrale, en perturbant cette énergie astrale-là, on perturbe donc le corps physique. Sauf que la vibration astrale peut être perturbée violemment, radicalement, immédiatement, parce que l'homme est presque totalement astral, psychologique, émotif. Hein? Mais cette vibration-là, si elle persiste, donc la souffrance continue, par exemple, une souffrance morale, je te culpabilise continuellement pour la mort de ton fils, de ta femme, du policier du coin, de la voisine, du dépanneur, bon n'importe quoi, bien, la souffrance, après quelques années, comme le stress, comme n'importe quel genre de symptômes psychologiques, bien, à la longue, ça va transformer l'énergie vitale, qui, à la longue, va transformer l'énergie physique. Donc, ça peut amener une maladie, ou, évidemment, une mutation dans le bon sens du terme, malgré qu'en médecine et en sciences, on a décidé que toute mutation dans le règne humain serait une mutation négative, étant donné que l'homme est parfait. Oui. Alors, ce qui fait que une souffrance psychologique a des effets évidents sur le corps physique, mais ça prend un certain temps. Qu'est-ce que la schizophrénie et autres maladies mentales? Comment rejoindre ces personnes qui souffrent de cette maladie? Merci, Daniel. Bon.
Alors, Daniel, je vais répondre bêtement et brièvement. Pas bêtement pour toi, mais pour ton ego, peut-être. Premièrement, c'est que, disons que si Daniel est psychiatre, ou si Daniel est psychologue, ou si Daniel est dans un cadre social où elle est obligée, de par son métier, de par son cadre social, d'avoir à traiter des schizophrènes ou des malades mentales, mais en réalité, ils ne sont pas malades mentales dans le sens ésotérique du terme, ils sont malades astrales, ou physiques aussi, parce qu'il y a des perturbations physiques qui empêchent l'astral et le mental de rejoindre le corps physique. Ben, on n'a rien à foutre avec ces personnes-là si ça ne nous concerne pas. Bon. Alors, on devrait plutôt prendre nos énergies à essayer de comprendre pourquoi que nous, on a peur des chiens. C'est une paranoïa, ça, canine, mais limité, mais quand même. Pourquoi que nous, on a des problèmes dans le genre? Je pense que c'est beaucoup plus important que d'essayer de comprendre pourquoi qu'un schizophrène est schizophrène ou un paranoïaque paranoïe. À moins que tu aies un proche à moins que ton cadre social te place dedans. C'est ça. Mais présentement, disons qu'il n'y a pas grand individus sur la Terre qui sont capables de comprendre réellement ce qui se passe à l'intérieur de l'astralité d'un schizophrène, d'un névrosé, d'un psychosé ou de tous les genres de symptômes, de symptomologie qui vont ressembler à ça. Alors, bref, vu qu'il n'y a pas de grands spécialistes pour comprendre ça, bien, je pense que même si toi, tu vis avec une personne qui souffre ça, bien, tu devrais te servir, disons, du phénomène de l'événement pour apprendre pourquoi ça te touche, toi. Pourquoi que l'extérieur vient manipuler ton astral personnel. Donc, pourquoi toi, tu es manipulé par ces phénomènes-là. Parce que c'est sûr que si tu n'es pas médecin, tu vois quelqu'un qui se coupe le bras puis qui a un médecin pour s'en occuper, bien, c'est le temps d'observer pourquoi que ça te touche. Pas de te courir, tasser le médecin pour t'en occuper. Si tu es médecin, ben, tu as choisi ça pour différents motifs, ou encore, on a choisi ça pour différents motifs à ta place. Ben là, OK. Là, disons que on va se rencontrer d'une pièce, mais on va t'en parler longtemps, tu sais. Mais pour l'instant, c'est ça qu'il y a, c'est qu'on veut trop souvent connaître pourquoi chez autrui au lieu de savoir pourquoi chez nous. Parce que, ben, l'astral de notre propre ego ne voulant pas changer pour éviter la souffrance du changement, il change pareil puis il souffre quand même, il ne sait plus pourquoi. Ben, on a fait de savoir pourquoi que ça se passe chez les voisins. Ainsi que de la façon qu'on a été élevé et enseigné différentes... Mais vu qu'on a des médecins dans la salle, on aurait un petit détour médical. Vois-tu, c'est que, premièrement, au niveau de tout le schéma, de toute façon, j'ai expliqué qui savait un peu, c'est que la schizophrénie, la paranoïa, toutes les maladies mentales, qu'on appelle mentales, parce qu'avant, on pensait qu'il y avait seulement le mental faisant partie de l'intellect. Bref, c'était pas intellectuel, donc intelligent, quand tu tires la langue quand il faut pas, puis quand tu te parles tout seul, puis bon, ça même. Ben, automatiquement, on disait que tu n'étais pas intelligent parce qu'on pensait pas qu'il y avait l'émotivité. Bon. Alors, les maladies mentales sont des maladies de type physique ou de type astral, jamais de type mental. Bon. Pourquoi? Parce qu'un mental qui n'est pas coordonné, c'est important pour le monde, un mental qui est fou. C'est un mental qui n'existe pas. Un mental ne peut pas être fou. Et un mental qui n'est pas assez fort, ben, il est automatiquement teinté par son astral, ce qui est le cas de tout le monde. Bon. Puis si la teinture est folle, ben, c'est l'astral qui est fou. Un astral fou, c'est quoi? Premièrement, c'est qu'au niveau de tout le schéma mémoriel où ce que l'homme peut puiser, c'est-à-dire qu'il y a une conscience, au niveau du cortex cérébral, il y a une conscience qui peut être, disons, détruite ou encore pas suffisamment élaborée, donc maladie physique qui va causer une maladie mentale. Automatiquement, ben, l'individu n'a pas accès à des mémoires d'une façon coordonnée et la conscience mentale qui va normalement se répandre, c'est-à-dire se localiser dans le domaine du physique au niveau du cortex cérébral par rapport au domaine astral qui va se localiser surtout au niveau du thalamus et de l'hypothalamus. Bon, automatiquement, ben, si le cortex n'est pas adéquat, le mental ne peut pas apparaître dedans, donc l'individu ne va vivre que des phénomènes astraux. Phénomènes astraux que... faut aussi remarquer quels sont le genre de personnalités qui se sont réincarnées dans l'individu. Pourquoi qu'il y a problème au niveau des personnalités réincarnatives? Ceux qui ne comprennent pas, ben, on a déjà fait une conférence sur la réincarnation, ça explique tout. Alors, les personnalités réincarnatives vont se lutter l'une contre l'autre. S'il n'y a pas un mental suffisamment développé, soit par tort physique, souvent ça va être le cas. Une tort physique, c'est pas un cerveau, une tête d'eau, une hydrocéphale, c'est simplement des neurones qui n'ont pas réussi à se brancher à la naissance et par l'éducation d'individus, parce que l'éducation va souvent aider à créer des paranoïas, à créer des schizophrénies. Bon, il y a le contexte social, à un moment donné, qui va créer des névrosés ou des psychosés. Bon, ce qui arrive simplement, c'est que l'individu a été programmé sans le savoir et sa conscience
ne localise que des phénomènes astraux et ne localise surtout qu'un certain genre de phénomènes astral. Autrement dit, dans l'astral, il y a des milliards, des billions, de milliards de tiroirs dans lesquels on a placé toutes nos connaissances qu'on a accumulées au cours de nos années, plus les connaissances de nos grands-pères. Et puis, on a des canaux qui, donc, dans notre conscience, des phénomènes neurologiques, qui nous permettent d'aller chercher certains types d'énergie, donc d'aller chercher certains types de connaissances mémorielles pour pouvoir s'en servir. Et ça, plus ton mental est développé, plus tu es capable de te servir de ta mémoire quand c'est le temps dans un événement. Puis moins développé, bien plus ton astral vient te vomir n'importe quelle cochonnerie dans ta conscience mentale. Et là, ben, tu ne peux pas t'adapter intelligemment, disons efficacement à un événement. Disons que l'efficacité serait synonyme d'intelligence pour l'instant. Alors, le malade lui-même, c'est qu'à la longue, il finit par bâtir un cheminement qui fait que tu lèves la main, puis lui, ça s'en va cheminer, flac, ça rentre d'une mémoire, il sort quelque chose, puis il voit un monstre. Ou bien non, il voit que tu l'agresses. Bon, alors, ce qui fait qu'à un moment donné, n'importe quel stimuli, au lieu de faire en sorte que le bon tiroir de relation, donc la relation entre l'événement extérieur, entre le stimuli extérieur et le stimuli intérieur se fasse, ben, automatiquement, l'individu branche ça toujours sur le même genre de tiroir. Alors, l'individu se crée un réflexe. Parce que les maladies astrales, qu'on appelle maladies mentales, qui sont de type astral, non, donc qui ne sont pas soumises à des torts physiques, ne sont que des maladies de réflexe. L'homme ou la femme finit par engendrer un réflexe qui l'oblige. Un réflexe, c'est quoi? Si vous placez votre jambe ici, qu'on tape ici, bon, là, je l'exagère un peu, là, voilà. Je vais pas l'exagérer. Terrible. Ça crée un réflexe physique que notre mental n'a pas à réfléchir, ça marche. Alors, il arrive un moment où ce que le réflexe astral, si je te traite de chien, ben, tu sursautes, ben, c'est un réflexe astral. Mais il y a un moment donné où ce qu'on canalise, on bâtit un programme nous-mêmes, avec l'aide de l'extérieur, ça va de soi, ou ben, à un moment donné, n'importe quel phénomène extérieur, flash, on sort tout de suite cette mémoire-là, puis on réagit. On est un malade mental. Il faudrait juste bousiller ce réflexe-là. C'est bousillable en tuant certaines neurones dans le cerveau, mais à travers les 11 ou 12 milliards qu'il y a, il faudrait savoir lesquels, qui marchent mal. Bon, ou repluguer ça d'une manière différente, c'est-à-dire refaire un cheminement qui permet à l'individu de devenir mental, donc de se servir. L'énergie le fait à l'insu de l'homme. L'homme est manipulé par Dieu, même s'il est manipulé par le diable aussi. Alors, ce qui arrive, c'est ça. Ces maladies-là, c'est simplement des maladies de réflexe astral, puis ça se guérit par différentes façons. Prochainement, à un moment donné, ben, on va être capable de pouvoir programmer l'individu, c'est-à-dire le déprogrammer, puis lui donner les outils pour qu'il se programme lui-même. Donc, lui permettre, lui, d'être programmé par une forme d'énergie qui l'entoure, ce qu'on pourrait appeler la vie, le vital planétaire. Il va le diriger un peu mieux que lui-même. Ça ne s'applique pas seulement pour ceux qui ont des maladies telles. Présentement, c'est l'humanité qui consciente. Tout le monde, disons, par rapport à ce qui pourrait être, tout le monde est malade. N'importe quel médecin va vous le dire. Hein? Bon, on n'est pas tous en santé. Sauf que, justement, présentement, disons que tout le monde aurait à refaire une programmation astrale. Une habitude, c'est quoi? C'est stupide, une habitude. Il n'a pas de bonne habitude. Même si c'est une bonne habitude, ça veut dire que vous le faites sans savoir que vous le faites. C'est pas une bonne habitude, ça. Hein? Il n'a pas de bonne habitude. C'est une programmation qui, par hasard, se trouve présentement à vous servir d'une façon, disons, qui est en concordance avec votre ego ou encore avec votre mental. Mais quand ça ne servira plus, vous allez le faire pareil. Une bonne habitude, c'est pas bien bon. Le gars qui fume puis qui aime fumer, il a une mauvaise bonne habitude. Il n'oublie pas de se l'allumer, il s'en allume. Quand il veut arrêter de fumer, il y a de mauvaise habitude. Parce qu'il continue de s'en allumer même s'il n'en veut pas. Bon, alors ce qu'il fait, c'est une programmation. Disons qu'en ce sens-là, oui, tout le monde, à un moment donné, va devoir refaire une forme de programmation pour lui permettre d'être plus efficace. Mais dans la société, nous autres, présentement, on a une forme de programmation qui est multiple, donc qui nous permet d'être fonctionnel plus ou moins, ou bien non totalement dans certains cas, dans à peu près tous les événements que la vie va nous amener. Puis quand un événement nous tombe d'en face, puis qu'on capote, qu'on panique, ben c'est parce que la programmation correcte pour pouvoir prendre un événement nouveau n'était pas faite. On va te programmer, tu vas souffrir l'événement, parce qu'il y a transformation au niveau de ta programmation. Il y a transformation, donc résistance mémorielle, donc souffrance. Tu vas souffrir. Puis à la longue, ben, à force de souffrir à un moment donné, ben, l'événement arrive, tu passes par-dessus. Tu étais programmé. On programme l'armée pour ça avec. Je ne dis pas que c'est aussi génial, mais ça leur permet en tout cas de pouvoir tuer les autres sans trop avoir peur. Hein? Si la vie des autres nous intéresse. Est-ce que la neutralité dans l'émotion ressentie face à l'extérieur, soit la société, le détachement peut accélérer ou ralentir le processus
de conscientisation chez l'individu. Il saute un mot, là, parce que je ne le comprends pas. Est-ce que la neutralité dans l'émotion ressentie face à l'extérieur, la société, le détachement peut accélérer ou ralentir le processus d'évolution ou de conscientisation chez l'individu? Bon. Premièrement, un processus de neutralité dans une émotion, c'est quelque chose qui n'existe que dans la psychologie astrale. Alors, l'astral, voulant continuer à s'exprimer, va donc essayer d'admettre, de faire admettre par le mental, par la conscience mentale, la neutralité dans l'émotion. Laisse-moi m'exprimer, mais sois neutre. Autrement dit, ferme ta boîte puis laisse-moi faire. Bon. Même si on peut penser que la neutralité, c'est pas tout à fait ça, je déteste, mais je le dirai pas. Ben, à l'intérieur de toi, il y a une détestation, donc tu détestes, ce qui fait qu'il y a une forme d'énergie, d'accord, qui voudrait s'exprimer, que tu empêches de grossir, ce qui n'est pas mauvais, à la condition qu'elle ne grossisse pas par en dedans. Une émotivité, à un moment donné, qui n'est pas nécessaire par l'homme, ne devrait pas être permise par le mental de l'homme. Donc, l'homme doit être son seul maître et non pas avoir 2 maîtres en lui. Parce que si l'homme a 2 maîtres en lui, ben, il y a une guerre dans l'homme. Parce que les 2 maîtres, il y en a un qui se doit d'être maître, le mental, celui qui peut raisonner intelligemment, logiquement, mathématiquement, disons pour l'instant, efficacement. Et il y a l'autre maître, celui qui ne doit pas être maître, mais qui veut être maître. Puis le mot du problème du mental, c'est que lui se balance carrément d'être maître. Alors, ce qui arrive, c'est que vu que le mental n'a pas d'ego, n'a pas d'émotivité, notre intellect s'en balance, si tu le veux, ton char, t'aimes tant ça, prends-le donc, tu vas bien voir après, tu pourras pas le payer, puis c'est tout. Le mental s'en fout, veut pas être maître, le mental. C'est un problème chez l'homme, parce que l'ego qui n'a pas à être, veut être le maître. Alors, ce qui arrive, ben, la vie enseigne à l'ego, par la souffrance entre autres, même si c'est pas nécessaire. La vie enseigne donc à l'ego à faire confiance à son mental pour prendre des décisions. Comme ça, il ne souffrira plus. Il va se faire fourrer, mais il ne souffrira plus. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est que le détachement, c'est quoi? Ben, le détachement, c'est encore une forme philosophique. Détachement, c'est une forme astrale, encore une forme spirituelle, qui dit que je dois me détacher. Alors, disons que si l'individu, je vise pas Claude, je te donne un exemple, si l'individu n'est pas assez fort, si l'individu est encore dans l'enfance de l'évolution, malgré l'avancement génétique de notre société ici, ben l'individu ne doit pas être soumis à la tentation. Ce qui était évident, v'là 1000 ans, puis v'là 2000 ans, fallait pas se soumettre à la tentation. Bon, parce que tu n'étais pas capable de contrôler l'émotivité astrale qui était pour surgir lors de la tentation, alors tu avais, disons, la sagesse spirituelle ou mentale de ne pas te soumettre à la tentation. Ça, c'est le détachement. Le détachement, c'est ça. Alors, ce qui fait que, est-ce par la neutralité? Non, dans l'émotion, ressentie. Alors, donc, vu que l'émotion est ressentie, il n'y a pas neutralité, il y a farce. Il y a semblant, farce, une farce. Oui, mais en l'observant, Daniel, elle ne devient en pas l'observant, neutre. non, tu n'es pas neutre et tu ne deviens pas neutre face à l'émotion ressentie. Tu observes l'émotion, donc il n'y a plus d'émotion quand tu l'observes, l'émotion. Puis au millième de seconde que tu l'observes plus, il y a émotion, tu n'es plus neutre. S'il y a émotivité, il n'y a pas neutralité. Si je l'aime pas, je ne suis pas neutre. Si je l'aime, je ne suis pas neutre. Si j'ai peur, je ne suis pas neutre. Si je suis courageux, je ne suis pas neutre. Alors, on pourrait dire, au lieu de neutralité, anéanti à ce moment-là. Non, parce qu'une chose qui n'est pas là ne peut pas être anéantie. Mais l'émotion, lorsque tu connais avec. Oui, tu l'anéantis pas, elle n'existe plus. Parce qu'elle n'a jamais existé. Parce que si tu connais avec, tu n'es pas dans tes mémoires. Si tu n'es pas dans tes mémoires, elle n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé, elle n'a pas été anéantie non plus. Elle n'existe pas. Tu ne te bats pas contre ce qui n'existe pas. Les blagues, ils font, mais... Bon. Et le détachement. Le détachement, ça veut dire ne plus mettre de valeur quelque part. C'est des mots importants, là. C'est à l'extérieur un peu du cadre, mais c'est des mots importants. Bon. Ou des mots importants. Bon, le détachement. Ça veut dire, ça, que je ne me soumets plus à la tentation. Je me détache des femmes, ou je me détache des hommes, je me détache des valeurs matérielles. Puis quand je suis dans la rue, ben j'essaie de trouver logique que je me sois détaché. Hein? Là, je comprends plus. Mais en tout cas, non, le détachement, c'est une chose avec qui n'est pas correcte. Parce que le détachement est fait par l'ego, pour essayer de ne plus subir lui-même, parce que le mental ne se détache pas. L'émotivité, c'est utile à l'homme.
pas les émotions nécessairement. La sensibilité, puis il y a des différents synonymes, il y a des choses dans le phénomène astral qui sont essentielles à l'homme. Bon. Alors, ce qui fait que c'est pas le détachement. L'observation, bien différent. Est-ce que, donc, la neutralité ou l'émotion, ou le détachement dans l'émotion ressentie par rapport à l'extérieur? Je déteste la société. Ouais, ben, déteste-la pas trop parce que tu es assis sur une chaise qu'elle a bâtie. Bon. Hein? Tu sais, il y a des choses qu'on n'aime pas de la société parce que dans notre liberté ou dans certains de nos concepts, ben, sac ton camp, va vivre dans le bois. Hein? Puis là, tu n'auras pas à être neutre par rapport à un sentiment d'extérieur, par rapport à une société. La société, elle a des torts, OK, mais, tu sais, veut dire, on a des sentiments face à la société, à l'extérieur, puis être neutre par rapport à ça, ça veut simplement dire se refouler, c'est ridicule. L'observation, c'est différent du détachement puis de la neutralité. Accélérer ou ralentir le processus d'évolution ou de conscientisation chez l'individu. Merci. Il y a seulement 2 moyens d'accélérer un processus de conscientisation. Puis, pour accéder à ces 2 moyens-là, il faut que l'individu soit prêt. Bref, l'individu qui n'est pas prêt ne peut pas accélérer le processus de conscientisation. Il peut vouloir l'accélérer, il va souffrir pour. Disons qu'il l'accélère un peu par la souffrance, mais ce n'est pas une accélération consciente. Dans ces processus-là, il y a celui où l'individu s'observe, et l'individu ne fait rien d'autre que s'observer. Donc, c'est la première phase du processus. L'évolution de l'homme se fait d'une manière manipulatrice, c'est-à-dire que l'homme et la femme n'ont pas le choix, ils évoluent. Qu'ils le veulent, qu'ils ne le veulent pas, ils évoluent. À un moment donné, ils finissent par découvrir qu'ils évoluent. Là, ils appellent ça l'évolution, puis là, ils tripent au coton, ils pensent qu'ils ont tout compris. Bon, ils évoluent. Les autres ne sont pas évolués. À un moment donné, l'individu essaie d'accélérer son évolution, puis ça ne marche pas. Là, il pense qu'il n'évolue pas, ou du moins pas aussi vite qu'il voudrait. Justement, il veut évoluer. C'est ça qu'il faut qu'il apprenne. Bon, arrêtez de vouloir. L'individu qui arrive là finit par s'observer. S'observant, c'est tout. Il ne condamne pas ce qu'il observe, il n'accrédite pas ce qu'il observe parce qu'il observe, sans émotivité. Cet individu-là, automatiquement, accélère son processus de conscientisation sans souffrance, tant qu'il observe. Souffrant maudit quand il n'observe plus. Bon. Par après, l'individu qui observe, qui veut évoluer, risque de passer par le même cheminement que l'autre qui voulait évoluer. Il y a un vouloir à un moment donné qui est bon. Le courage, c'est une forme, disons, d'expression de l'astral, l'expression colastrale de la volonté. Puis la volonté, c'est une volonté que je parle qui est un petit peu plus forte que la volonté du mental. Le mental n'a pas de volonté. Le mental fait des choses parce que c'est logique, c'est mathématique, puis ça a de l'allure. L'allure, pas par rapport à l'astral, ça a de l'allure parce que c'est logique et mathématique, parce que c'est efficace. Bon. Alors, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, l'individu, pour accélérer sa phase d'évolution, s'observe. Il y a encore une parcelle d'ego qui découvre que ça va mieux, donc qui veut que ça aille encore plus mieux, ça c'est l'ego, donc qui veut encore pousser l'individu à évoluer plus vite. Gros piège. L'individu va encore apprendre, on appelle ça l'initiation. Et par après, l'individu va être capable, parce que le mental se développe, d'accéder, disons, au 3e niveau d'accélération du processus, toujours parce qu'il est prêt, où l'individu va être capable de s'auto-établir des formes de programmation qui vont engendrer des nouvelles connexions au niveau de ses neurones, donc qui va lui permettre de pouvoir réfléchir plus rapidement, donc être plus efficace, plus logique, etc., puis avoir un accès à ses mémoires de manière plus évidente. Alors, ce qui fait que c'est les seuls moyens présentement mis à la disposition pour l'homme pour évoluer. Il y a une autre forme de moyen qui n'est pas mis à la disposition de la masse. C'est le moyen pris par certains idiots, qu'on appelle initiés. Puis voilà. Ben ça, t'embarques là-dedans parce que t'es prête. Puis on te verse plein de choses sur la tête. Puis à un moment donné, ben tu passes à travers tout ça. Ben non, tu meurs, mais jusqu'à date, tu meurs pas, tu passes. Mais ça, c'est pas accessible. Alors, ce qui fait que c'est pas dans la neutralité, c'est simplement par les phénomènes que je viens d'énumérer là. C'est ça, l'évolution. Je t'ai entendu dire à l'émission Ésotérisme expérimental... Ah, je dis bien les choses, là. Que le pape venait ici pour une raison très précise. J'ai dit que j'en parlais pas. Pourrais-tu préciser? Merci. Voilà, j'ai précisé. Parce que ça fait plusieurs fois qu'on a eu des questions. On a répondu à ça, mais à une conférence ultérieure.
C'est ça, qui n'a pas été enregistré. Non, c'est ça, qui n'a pas été enregistré parce que justement, des choses ne doivent pas être dites. Chose qui est sûre, le pape il vient ici, puis c'est pas mauvais en soi. C'est une personne qui connaît bien plus de choses qu'on peut penser qu'elle connaît. Elle n'a pas toutes les brides dans ses mains, c'est une chose évidente. Puis c'est un mec qui est courageux en tabarouette. Parce que si le monde ici savait tout ce que lui sait, il se serait suicidé il fait longtemps. Bon, mais c'est un bonhomme extraordinaire. Puis il y a une raison pourquoi il vient ici. C'est pas une raison religieuse. Il y en a qui pensent ça, évidemment. Il y a même au Vatican qui pensent ça. Mais c'est ça. Là-bas, on dit qu'on m'a forcé certaines réponses, alors j'ai répondu forcé. Puis j'ai rien dit. À part une prise de conscience intellectuelle et une observation de la physique ou la morale, oh, excuse, je suis obligé de recommencer, j'avais sauté une ligne. À part une prise de conscience intellectuelle et une observation de la souffrance, physique ou morale, existe-t-il des méthodes pratiques pour l'éliminer? Tiens. Bon, des méthodes pratiques pour éliminer la souffrance. Ouais, dans le domaine du physique, il y en a plusieurs. D'ailleurs, dans le domaine de l'astral aussi, vu que les souffrances sont physiques ou astrales. Disons que l'une des méthodes, il y en existe, la preuve, il y en a plein sur la Terre qui se droguent. Puis qui boivent. Alors, il y en existe. Maintenant, ça, c'est juste des... Des palliatifs. C'est des béquilles, parce qu'à un moment donné, veut pas, ça te retombe sur le visage. Alors oui, il y a des techniques, mais ça demande énormément de temps à l'individu, parce que ou tu mets énormément d'énergie dans quelque chose, ou tu mets énormément de temps dans quelque chose. Alors, où ça prend énormément d'énergie, et peut-être même de souffrance radicale d'un premier moment, parce que pour arrêter la souffrance, il faut que tu comprennes. Si tu veux comprendre, il faut que tu comprennes, mais tant que tu ne comprends pas, tu risques de souffrir pour comprendre. Alors, ce qui fait qu'il y a des méthodes qui sont plus radicales, qui sont réellement pratiques, ça prend beaucoup moins de temps, mais disons que ça prend beaucoup plus d'énergie. Alors, il faut que l'individu soit prêt à mettre l'énergie pour pouvoir accéder à ça. Alors, il y a différentes techniques, effectivement, oui. Le temps de la façon que nous le subissons fait souffrir. Peux-tu élaborer? Merci, Normand. Bon, Normand, évidemment, le temps TEMPS veut dire le passage dans l'ère du l'âge de fer de l'homme, ou la température. Ça aussi, ça fait souffrir. Ou encore le temps chronologique dans le sens qu'on vieillit. Bon. Le temps. Qu'est-ce que c'est que le temps? Y a-tu ici qui savent c'est quoi le temps? J'ai déjà essayé d'expliquer c'était quoi le temps. Puis tout ça, à ce que j'essaie de l'expliquer, la grande majorité du moins ne comprennent pas que c'est quoi le temps. Le temps, c'est une quantité d'espace. L'espace, c'est ça ici. Ça fait partie de l'espace. C'est toute la matière. L'air, c'est dans l'espace. Puis l'espace, c'est quoi? L'espace, une quantité de temps. Voilà. Alors, ce qui fait que une personne qui avance le moindrement en ésotérisme finit par découvrir à un moment donné que le temps n'est qu'une conception de sa psychologie astrale et par rapport au temps, l'individu peut donc réussir, donc l'individu astral, à exister. La psychologie astrale, c'est quoi? C'est le schéma mémoriel de l'homme, donc le passé de l'homme. Et pour qu'il y ait un passé dans un continuum sans temps et sans espace, il doit y avoir un temps et un espace. Donc, la psychologie émotive et astrale de l'homme a donc élaboré un processus pour lui permettre d'exister, processus d'ailleurs totalement illusoire, qui est le temps. Pourquoi, à un moment donné, un après-midi passe très rapidement et un autre jour, la même après-midi, passe très lentement? Votre monde vire à la même vitesse, sauf c'est digital, là, les chiffres changent tout seuls, mais le temps passe vite, le temps passe lentement. Pourquoi? C'est ça. Moi, je suis assis ici, puis déjà 5 heures dans mon autobus. Puis le voisin à côté, là, torieux. Mais c'est quoi le temps? Il est passé à la même vitesse pour l'un et pour l'autre, hein? Non, absolument pas. Absolument pas. Pourquoi que l'individu, quand l'individu se sent étranglé, l'individu est en train de mourir, par exemple, il se fait agresser, puis il ne faut pas se sentir, il est en train de se faire étrangler. Pourquoi il est capable, dans l'espace d'un instant, de revoir toute sa vie? Essayez donc ça tout de suite de penser à toute votre vie en même temps. Pourquoi que dans un rêve, on peut rêver un rêve, ça prend 1 heure à raconter ou une demi-heure à raconter, pour le rêver en 2-3 secondes?
Parce qu'on est dans des continuums spatio-temporels différents. On est dans des temps différents. Le vieillissement, c'est quoi? Le vieillissement, c'est une transformation de votre matière physique obligatoire de par votre évolution pour permettre une acquisition de formes génétiques, donc de formes d'apprentissage, mais qui n'est pas contrôlée par aucune forme d'intelligence supérieure, donc par aucune forme de mental. Le corps physique refuse la transformation, donc refuse le vieillissement. Pourquoi? Parce que la densification parfaite de l'ego, ben, c'est votre corps physique. Vous cherchez votre ego, regardez-vous le miroir, la pire densification de l'ego, c'est le physique. Par après, c'est ce que nous, on veut que notre physique soit. Ça, c'est l'ego psychologique. Mais l'ego densifié au total, c'est le corps physique. Votre ego refuse le changement parce que l'ego, c'est une mémoire. Donc, la mémoire refuse le nouveau parce que dans le nouveau, il n'y a pas le passé. Donc, dans l'événement présent réel, il n'y a pas le passé. Et l'ego ne pouvant pas faire face à quelque chose de présent, sauf si elle le connaît. Donc, si elle le connaît, elle l'a en mémoire. Quelque chose de neuf, elle ne le connaît pas. L'ego refusant ça, bien, l'ego ne veut vivre que par le passé, mais l'ego est obligé de se transformer. Il n'y a pas qui viennent le forcer à se transformer. Donc, l'ego change et refuse. Mais automatiquement, le corps physique aussi change. Mais automatiquement, le corps physique, même aberré, c'est-à-dire sans astral, sans mental, mais assujetti totalement par le système de l'astral relié au système endocrinien, le système vital entre les deux, qui est le système de la vie, le système qui conserve la mémoire, bien, automatiquement, le corps physique, sans le savoir, refuse la transformation. Et refusant la transformation, il y a donc une lutte. Et dans la lutte, il y a perte d'énergie. Perte d'énergie physique, perte d'énergie vitale, perte d'énergie psychologique, transformation radicale, parce que c'est impossible que l'homme ne veuille pas se transformer, pas dans l'état actuel des choses, pas l'homme psychologique. Donc, il y a une transformation avec épuisement physique, épuisement vital et épuisement psychologique. Une forme d'épuisement psychologique, quand tu es jeune, ça ne te dérange pas de changer de job. Puis quand tu es âgé, ça te dérange en maudit de changer de job. Épuisement psychologique. Alors donc, transformation avec épuisement donne vieillissement tel qu'on le connaît sur tous les corps. Alors le temps, de la façon que nous le subissons, j'imagine donc c'est le vieillissement vu qu'on le subit, fait souffrir, parce qu'on ne veut pas souffrir, mais c'est ça le phénomène de la souffrance, donc du vieillissement. Alors il y a transformation, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. L'individu qui ne veut pas comprendre un nouvel événement, ben il panique, il vire fou, ben non, il souffre, il change pareil d'un bord ou de l'autre. Mais il change. C'est une évolution parce que les êtres qui vont naître par après vont pouvoir bénéficier de son vécu. Mais lui, personnellement, dans son laps, disons, de vie, il ne voit pas ça en évolution, mais par rapport à l'évolution planétaire, c'est une évolution. Très lente, mais une évolution quand même. Mais l'individu se transforme avec épuisement d'énergie. La vie n'est pas là pour que tu vieillisses. C'est ridicule de mourir. Présentement, on meurt encore. À un moment donné, on ne mourra plus. Pourquoi? Parce qu'on va devenir des marathoniens de l'évolution. C'est-à-dire qu'on va accepter la transformation, on va accepter l'évolution, puis il n'y aura plus de perte d'énergie dans la transformation. Il va y avoir que conservation et même récupération d'énergie. On va augmenter notre schéma énergétique. Alors, c'est pour ça qu'on subit le temps. Qu'est-ce que c'est qui se passe, Daniel, lorsqu'un événement comme, disons, celui dont je me souviens, là, Albert Einstein était dans son laboratoire, ça faisait 8 jours qu'il travaillait dans son laboratoire, il n'avait pas mangé, il n'avait pas faim, il était tellement concentré dans ce qu'il faisait, et lorsque sa sœur arrive, et puis elle se rend compte qu'il y a 8 jours, c'est-à-dire elle le met face à la situation, que ça fait 8 jours qu'il n'a pas mangé. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Bien, c'est passé simplement que le bonhomme, n'ayant pas d'ego suffisamment puissant pour empêcher une transformation, et que le bonhomme ne recherchait que la transformation présente dans son laboratoire de type mental, donc sa personnalisation mentale était presque faite, parce que l'homme est encore loin de là, il avait arrivé à peine une identification mentale, bien, cet individu-là avait des formes de programme, même au niveau de son astral, qui acceptaient jusqu'à une certaine limite la transformation. Or, ce qui fait que ce bonhomme-là n'avait pas de perte d'énergie, parce que quand il était concentré, bien, il ne vibrait que pour la transformation mentale, mais étant programmé comme ça depuis sa jeunesse, donc il ne vivait que pour une programmation changeante astrale, vitale et physique. Donc, automatiquement, cet individu-là ne pouvait ne pas perdre d'énergie, donc pendant ces 8 jours-là, arrivait à peine à vieillir et à perdre d'énergie.
ne vieillit pas à ce moment. Non, mais quand il sortait ailleurs, bien évidemment. Comme si ça lui a paru à être 24 heures, ces 8 jours-là, c'était pour Le lui temps, c'est une sa farce. réalité. D'ailleurs, Einstein, c'était le premier à dire que le temps était une illusion. C'est ça. Hein? C'était le premier Einstein à amener annoncer ça, que le temps était une farce. Puis je comprends donc, il jouait avec un petit peu. Ouais. Il a amené l'espace, l'hyperespace. Ça, c'est pour les hyperdingues, ça. Parce qu'il n'y a pas d'hyperespace. L'espace n'existe pas. Alors, il y a un espace là, puis il y a un hyperespace autour, puis quand tu t'en vas dans l'hyperespace, ben, tu peux voyager en un an de temps en 2 jours. Puis là, tu reviens dans l'espace, puis là, tu es rendu à la distance que tu aurais passée en 1 an. Mais la distance, c'est quoi? Ça rapport au temps et à l'espace. Mais le temps, c'est quoi? C'est de l'espace. Puis l'espace, c'est du temps. Puis Einstein était le premier à le dire. Personne n'a compris, mais c'était le premier à le dire. Puis effectivement, il s'amusait là-dedans au coton. C'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui l'ont dit avant, mais ils disaient il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Ouais. Tandis que lui a donné une explication intellectuelle. Mathématique. Mathématique, C'est ça. plutôt, excuse. Non, c'est ça, intellectuel. Pourrais-tu expliquer plus clairement ce qu'est l'ajusteur de pensée, Lise? Bon, c'est des questions qui reviennent assez souvent parce qu'on les explique assez souvent. L'ajusteur de pensée, je l'ai expliqué déjà de 3 manières différentes. La première, c'était au niveau énergétique. La deuxième, c'était au niveau de la mutation des neurones cérébrales qui permettait à l'individu d'avoir accès à différentes formes de mémoire. Et la parcelle neurologique mutée était l'ajusteur de pensée. Et la troisième manière, c'était que l'ajusteur de pensée, c'était un concept psychologique, une illusion de l'astral, puis une farce. Et puis ces 3 manières-là sont vraies, tout dépendant de quel individu qui capte le message, puis ce qu'est pour lui l'ajusteur de pensée. Disons que l'ajusteur de pensée, ouais, c'est ça. Il faudrait à un moment donné peut-être qu'on étire ça encore sur 1 heure ou 2, mais je pense que j'aurai pas le temps là. On l'a déjà expliqué assez souvent. Pourquoi celui qui a une fracture à une jambe souffre plus que celui qui a plusieurs membres de brisés? Ça fait tellement mal qu'on ne sent plus la douleur. Pourquoi? Bon, parce qu'il y a des processus... Ah, ça c'est Carmen. Je pense. Il y a des processus au niveau physique et astral et mental, donc cérébral, qui permettent à l'individu de ne pas mourir par un choc neurogénique causé par, disons, une hyperstimulation neurologique qui va entraîner un désordre total dans son organisme et puis ça peut l'amener assez loin jusqu'à manger les pissenlits par la racine. Alors, ce qui arrive, c'est qu'un individu qui a trop de stimuli de souffrance va soit perdre connaissance, qui est un des phénomènes, ou, à un moment donné, le corps va arrêter carrément de lui transmettre parce que là, ça serait réellement dangereux. Alors, il y a un paquet de phénomènes endocriniens, il y a un paquet de phénomènes biologiques qui vont se passer pour, justement, interdire à l'individu de souffrir. Bon. Ça, c'est logique. Un individu, par exemple, qui se brûle dans un incendie ne souffre pas. Parce que l'interprétation dans la région cérébrale de la douleur, par exemple de la main brûlée, je ne parle pas d'une main carbonisée, une main brûlée. Une carbonisée, il ne sent plus non plus parce qu'il n'y a plus de nerfs pour transmettre, mais une main brûlée. Alors, la partie qui, normalement, devrait interpréter ça comme étant une douleur, l'individu le perçoit, mais l'individu n'y est pas attentif parce que l'individu est trop attentif à sa survie. Alors, il y a donc des contextes au niveau physique qui obligent l'individu à vivre, parce que l'individu n'a pas le choix, sauf s'il se suicide, mais l'individu qui se suicide, c'est parce qu'il y a un astral et une parcelle de mental de développer, parce que les animaux ne se suicident pas. Il y a des phases d'animaux qui vont se suicider en masse, là, mais eux autres, c'est simplement parce que c'est génétique dans leur code, ça n'a aucun rapport avec l'astral. Ils ne décident pas de se suicider. Ils ne savent pas qu'ils se suicident. Bon. Alors donc, notre individu lui-même, ce qui va arriver, c'est que le corps physique, à un moment donné, empêche l'interprétation de ces phénomènes-là. Ma main vient d'être brûlée parce que j'ai ouvert une porte, mais crime, le feu y est pris. Dehors, après, puis pas mal après, m'a commencé à sentir que je me suis brûlé la main. Puis là, ça va faire mal. La douleur est toujours là, mais non interprétée par la conscience, parce que la conscience va être localisée ou focalisée dans une région plus particulière de notre cortex. Bon, la conscience, c'est un phénomène, ça, qui se déplace. J'ai déjà expliqué à un moment donné que s'il y avait un camion de 15 tonnes qui te passait sur le pied, ben même, ça faisait mal aux pieds. Puis même si je te piquais une aiguille d'une fesse, tu ne sentirais pas l'aiguille. Toute ta conscience est localisée dans l'endroit dans le pied ou dans l'endroit qui va recevoir les stimuli du pied. Pas dans les fesses que je pique avec l'aiguille.
Il m'a dit, t'as gagné 1 million. La conscience n'est pas placée dans ces endroits-là. La conscience se déplace. Alors, un individu qui a plusieurs fractures, ben, à un moment donné, il va souffrir lentement, un peu, pas trop vite. Puis évidemment, tout dépendant encore du genre de nerf qui peut être stimulé, parce qu'il y a des genres de fractures ou genres de problèmes qui sont hyper douloureux. Hein? Quelqu'un, par exemple, qui a des pierres à la vascule biliaire, des pierres au foie, disons, qui sont dans le déplacement, une rage de dents. Tu auras beau avoir 20 dents qui vont faire mal, tu vas le sentir. Pourquoi? Parce qu'il y a ça, il y a des phénomènes au niveau du cerveau qui sont assez complexes à élaborer en conférence comme ça, là. On va le faire à un moment donné au niveau d'un cours, mais pas là. Qui, justement, interdisent à l'individu de mourir par un excès de souffrance. Tout ce que tu as là, ça ne te tuera pas, mais la souffrance peut te tuer. Fait que tu vas au moins souffrir. Mais une fracture de bras, tu vas souffrir parce que là, le phénomène réflexe, donc, le phénomène d'instinct de conservation n'entrera pas en fonction parce que ça n'est pas nécessaire. Alors, ce qui fait que l'individu va souffrir moins s'il y a plusieurs sympathies traumatisées. Moins, enfin. Il ne souffrira pas, c'est-à-dire que les souffrances, les blessures n'additionneront pas des souffrances sur son schéma. Il peut souffrir autant qu'un gars qui a un bras cassé. Encore là, il faut voir l'interprétation astrale de la souffrance du bras, ça va de soi. Alors, c'est pour ça. Quels moyens prendre pour ne pas souffrir? Tous les moyens. Accepter que la mémoire se transforme? Point d'interrogation. Comment? Point d'interrogation. Jocelyne. Alors, Jocelyne, accepter que la mémoire se transforme, évidemment, c'est la mémoire qu'il faudrait qu'il accepte ça. Bon. Puis c'est évident que si la mémoire accepte la transformation, ben, ça va ôter les souffrances, mais ça ne veut pas dire que l'individu va évoluer. Alors, il y a d'autres parcelles de sa psychologie, de ses plans qui peuvent souffrir. Le vital peut souffrir, le physique peut souffrir, le mental avec. Disons que si le mental est capable de gérer les transformations de l'astral, il n'y a plus aucun problème, l'individu ne souffre plus, puis l'individu évolue. Mais la souffrance, présentement, la meilleure chose, c'est pas d'être à la quête, de partir à la quête du Graal anti-souffrance, hein? C'est de comprendre les mécanismes de la souffrance, de voir effectivement que quand l'on souffre, c'est un empêchement, c'est-à-dire qu'on ne veut pas transformer quelque chose en nous, c'est pour ça qu'on souffre. Tu veux t'en aller, je veux pas. Je vais me faire couper un bras. Ça fait bien plus mal à ma psychologie qu'à mon physique. Hein? Bon, parce que c'est la psychologie qui empêche le physique d'évoluer. C'est la psychologie. Pourquoi tu viens pas faire du jogging avec moi parce que t'es paresseux? Parce que tu te penses pas capable. Par simple mot, du paquet de raisons, c'est pas le physique à moins qu'il te manque une jambe. Puis même là, Terry Fox traversait la moitié du Canada avec une jambe en moins. Hein? Et c'est pas le physique qui te nuit. On pense que le physique nous limite parce qu'on est trop large pour le développer pour qu'il nous limite plus. Fait qu'on dit qu'il nous limite, le physique. Il nous limite pas, le physique. Mais toi, ta psychologie est trop large pour le faire travailler pour qu'il te limite plus. C'est ça le problème. Trop large ou programmé en fonction de ça. C'est ce que j'appelle trop large. Donc, t'es programmé en fonction de ça. Alors, ce qui arrive présentement, il faut juste comprendre les mécanismes même de la souffrance. Je pense qu'on les a assez élaborés. Puis observer quand ça se passe. Et automatiquement, on n'aura pas à se programmer, pour l'instant, du moins, pour que notre émotivité se transforme, mais automatiquement, elle va se transformer. T'sais, exactement comme quelque chose qui ne va pas dans ma tête, ça ne marche pas, je souffre. Je vais avoir un médecin, un psychologue, un psychiatre ou quelqu'un qui me donne un conseil. J'écoute son conseil. C'est mon mental qui écoute, ça a de l'allure. Puis après ça, ben c'est vrai. Je ne souffre plus. La transformation s'est opérée. Puis j'ai plus de souffrance. Mais j'ai pas eu à souffrir pour arrêter de souffrir. T'as pas travaillé pour ça. Alors, la chose la plus facile pour l'instant, puis c'est la meilleure affaire, parce que dans une conférence, donner trop de choses, ça amène du monde à trop de problèmes. Hein? Alors, quand on leur parle face à face, c'est différent. Présentement, disons que la meilleure chose, Jocelyne, c'est ça, c'est que tu essaies de bien comprendre les mécanismes qui vont gérer la souffrance. Puis observer quand l'on souffre, c'est un refus d'une transformation. C'est pas de dire « faut que je me transforme ». Alors, disons présentement, puis c'est un très bon moyen. La souffrance dure tant que l'homme se prend au sérieux. C'est ce que les conférenciers disent. Même si l'homme ne se prend pas au sérieux, la souffrance reste quand même parce que l'homme n'est pas dans sa pleine conscience. Pour l'homme en voie de conscientisation, comment réagir face à la souffrance, surtout quand celle-ci l'obsède tous les jours? Voilà, cet homme-là se prend au sérieux. Parce qu'un individu qui ne se prend pas au sérieux ne souffre pas. Donc, on va élaborer c'est quoi se prendre au sérieux. Juste
je l'élaborerai pas trop parce que pour une fois, ça n'a pas été dit en conférence. Hein? Vous n'aurez pas besoin d'acheter un cassette pour le savoir. Mais ça va être dit dans une prochaine conférence qui va s'intituler « L'humour dans l'évolution ». On va rire ce soir-là, faites-moi confiance. Alors, ce qui arrive, c'est qu'un individu qui ne se prend pas au sérieux brièvement, c'est un individu qui ne prend pas ses désirs sérieusement. Qu'est-ce que c'est ne pas se prendre au sérieux? Ça veut dire ne pas mettre d'importance quelque part. Alors, si toi, tu me lances un verre d'eau au visage, je me prends pas au sérieux. Mais franchement, tu aurais pu faire attention. Mais c'est que je mets de l'importance sur le fait qu'il aurait pu ne pas faire ça. Donc, je me prends au sérieux. Savez-vous c'est quoi l'humilité vraie? Pas celui qui est modeste et qui s'en vante. La vraie humilité. Ben, l'humilité, c'est quelqu'un qui, premièrement, ne sait pas qui est humble. Ça va de soi, parce que quand l'ego c'est ça, il y a déjà une phase d'humilité qui disparaît. Ben, c'est une personne qui se prend pas au sérieux. L'individu qui souffre ou qui en est même, qui finit à un moment donné par être angoissé ou même par être névrosé ou à un moment donné, je sais pas qu'est-ce que, obsédé, ben c'est un individu qui attache de l'importance à ce qui l'obsède. C'est pour ça que la chose l'obsède. Donc l'individu se prend au sérieux. Se prendre au sérieux, ça veut pas dire de se donner de l'importance par rapport à notre ego, à la personnalité qui rayonne. C'est pas ça, ne pas se prendre au sérieux. Ne pas se prendre au sérieux, c'est de ne pas attacher d'importance à quoi que ce soit, tout en faisant ça sérieusement. C'est important. La vie, c'est pas important. Fait que je m'en vais me suicider. Ben, la mort, c'est plus important, non? Ben, pourquoi de base, tu restes pas en vie? Bon, ben, c'est comique. C'est ça. Ben, vu que t'es vivant, ben, reste vivant pour l'instant. Tu prends rien au sérieux. T'attaches pas d'importance à ni un ni l'autre, donc tu es beaucoup plus enclin à faire ce que tu appelles souvent les voies du Père, c'est-à-dire à suivre le chemin que la vie a tracé pour toi là. Qui n'a pas... La vie, elle te dresse un chemin sans souffrance, sans résistance, avec tout ce que tu as besoin, puis même bien plus que ce que tu as besoin. Mais ça, il faut que tu t'en ailles. Tiens, mon char s'est fait voler, il faut que je marche, il faut que je prenne l'autobus. Ça ne veut pas dire que tu pourras rire, t'es pas un clown. Tu peux rire, ça te tente, mais le rire peut camoufler un phénomène. Mais tu n'es pas un clown. Par contre, t'es pas obsédé, fais 20 chars qu'on te vole. Bon, ben, crime, arrête d'être obsédé, mets-toi un cadenas dessus, achète-toi plus de char, achète-toi un chien, mets là-dedans. Il y a quelque chose à faire. Mais tu attaches trop d'importance au phénomène. Donc, tu es obsédé. Donc, tu te prends au sérieux. Parce que l'ego de l'homme, c'est pas juste l'apparence physique avec nos vêtements, nos maquillages, puis tout ça. C'est pas juste notre langage puis ce que les autres pensent de nous autres. L'ego de l'homme, que l'homme connaît, c'est ce qu'il est en réalité, connaît presque pas, ce qu'il veut être. Ah, ça, il pense que pas se prendre au sérieux, c'est jouer avec ça. Puis il est ce que les autres pensent qu'il est. Puis il pense que pas se prendre au sérieux, c'est pas faire attention à ça. Non. Pas se prendre au sérieux, c'est quoi? Faut que toutes les émotions, que tous les stimuli qui naissent dans l'astral, ben, il faut que ces affaires-là, on ne leur attache pas de l'importance. C'est juste ça. Ça, c'est ne pas se prendre au sérieux. Puis l'homme ne peut pas souffrir dans ce temps-là. On va y revenir, mais l'humour dans l'évolution. La peur peut-elle faire évoluer un individu en changeant ses vibrations? Certains sorciers se servent de la peur dans leur initiation. Cette méthode est-elle encore valable? Maurice. On vois-tu la peur, Maurice? La réelle peur. La peur, celle qui fait peur. La seule chose qu'elle peut faire, c'est évident qu'elle transforme un individu. Normalement, la peur va transformer un individu qui est sujet à la peur, donc un individu qui ne peut pas contrôler, c'est-à-dire qui ne connaît pas la peur, qui ne connaît pas les mécanismes de la peur. Ben, cet individu-là va se ramasser normalement. On parle de sorciers, on ne parle pas de mages. Effectivement, les mages n'ont jamais fait d'initiation dans laquelle était placée la peur. Les mages ont pu faire peur pour montrer, enseigner à un individu qu'il n'était pas prêt, qu'il n'y a pas d'affaire là. Puis si l'individu a un ego, donc un orgueil de savoir tellement puissant qu'il vient même jusqu'à espionner, bien, s'il en veut des chauves-souris ou des monstres dans le visage, il va en avoir. Parce qu'il n'est pas prêt. Mais le sorcier, la différence entre un sorcier et un mage, le sorcier, c'est la magie noire, le mage, la magie blanche. Merlin l'Enchanteur était un mage.
Alors voilà, le sorcier va se servir de la peur, c'est normal, parce que la peur va simplement permettre à l'individu d'entrer en contact avec le côté obscur des forces qui régissent notre astral planétaire, donc des forces sataniques, donc du mal. Alors ça fait des mots du bon sorcier. Ça donne des résultats plus rapides, mais le prix est beaucoup plus cher. Très. Les initiations au niveau de la peur aujourd'hui, ce serait simplement dans le sens que toi, tu es presque prêt à connaître la peur. Donc, à connaître, à vivre les mécanismes de la peur. Donc, à la connaître suffisamment pour pouvoir cheminer avec elle suffisamment pour l'annihiler à tout jamais. À tout jamais, c'est une farce, parce que tu vas toujours avoir peur qu'il va se passer de quoi, mais automatiquement, tu l'éteins. Donc, ça donne l'impression que tu n'as plus peur. Tu n'es pas courageux. Tu es loin d'être courageux. Tu n'as pas peur. C'est pas pareil. Alors, ce qui arrive, c'est que ces rares initiations-là vont encore servir d'un temps qui s'en viennent, mais c'est exclusivement réservé à des individus qui, d'une façon certaine, ne mourront pas lors de l'initiation, mais vont traverser l'initiation. Alors, vois-tu, c'est que les initiations qui s'en viennent, faites par des mages ou par des personnes qui vont être assez conscientisées, on a fait assez de gaffes là-dedans, puis l'homme courant, même vous autres, hein, vous faites assez de gaffes là-dedans. Ce qui arrive à un moment donné, c'est que les initiés, tu sais, moi, puis vous autres, on a fait assez de gaffes, on en fait assez suffisamment, qu'à un moment donné, on va faire attention. Alors, si tu peux être initié par la peur, tu vas venir. Mais tu ne tomberas pas dans le côté satanique, tu vas mourir ou tu vas passer. Alors, ce qui fait que c'est très, très, très limité, les initiations par la peur aujourd'hui, puis ça va l'être aussi au niveau du futur. Mais ça a un certain bon côté, oui. C'était plus, il y en avait plus autrefois que... Oui, mais il y avait beaucoup du côté satanique aussi. C'est ça. Mais il y en avait qui étaient faites pour ça. C'est normal. Mais ça, c'était dans l'ancien monde, qui était l'ère de la croyance. Là, évidemment, on parle d'une peur terrible, là. Une peur absolument terrible. Si on parle de l'autre genre de peur, qui était simplement, il faut que tu aies peur pour que tu puisses me respecter après en tant que maître, ben là, c'est plus pareil. C'est de toute façon, disons, très astral, puis c'est pas de ça qu'on va se servir. Parce que les gourous qui ont besoin de disciples, ben, moi, franchement, il va y avoir de moins en moins de disciples pour aller les voir. Hein? Le fait de prendre de la drogue, quelle qu'elle soit, peut-il amener une personne à évoluer plus rapidement? Marielle. Ben, lequel qu'elle soit, non. Parce qu'il y a des drogues, de toute façon, qui vont amener l'individu à avoir des phénomènes, des contacts dans l'astral. Parce que toutes les drogues amènent que des contacts dans l'astral. Les drogues ont aidé certaines formes d'évolution dans l'Antiquité pour permettre à des corps non développés suffisamment de pouvoir justement voyager dans des sphères astrales assez évoluées pour pouvoir augmenter leur schéma vibratoire astral, donc vital, donc physique, donc évolué. Aujourd'hui, il n'y a plus une seule drogue qui est capable de faire en sorte qu'un corps physique, qu'un corps vital, qu'un corps astral, puis qu'un corps mental évolue. Présentement, l'homme est en évolution de par son principe mental. Et la drogue n'affectant que son principe astral dans le voyage et détruisant des neurones du cerveau à l'endroit où va se placer la conscience mentale, alors les drogues ne font que nuire à l'homme qui veut évoluer. L'homme peut avoir des feelings, disons, des semblants de contact supramental. L'homme peut effectivement entrer en contact avec une mémoire supramentale, donc avec l'astral supramental un laps de temps, mais l'homme s'auto-détruit en prenant des drogues. Présentement, le mental de l'homme est capable de stimuler suffisamment l'individu, soit par des techniques ou soit parce que l'individu en est rendu là seul. Le mental est capable de stimuler suffisamment l'individu pour donner à l'individu les mêmes trips que la drogue va donner, sans séquelles puis sans quoi que ce soit. C'est pas nécessairement plus utile pour l'évolution, mais ça n'empêchera pas l'évolution de ce corps-là, parce que les drogues nuisent au corps. Bon. L'évolution mentale puis l'évolution d'énergie supramentale va se faire prochainement dans une mutation des neurones du cerveau. Le fonctionnement chimio-électrique des neurones va être transformé en fonctionnement électrique, donc on va avoir une accélération du processus mental. Donc l'homme va être drôlement plus conscientisé au niveau mental, puis le mental étant supérieur aux autres plans, donc dans le niveau intégral des 4 plans inférieurs, du plan planétaire donc.
Mais quand vous prenez de la boisson en masse pour qu'il y ait assez d'alcool dans votre sang, qu'est-ce que ça fait? Ça vient nuire aux échanges d'informations électriques entre les neurones. Donc, vous avez des réflexes plus lents. Vous parlez plus chargement, vous avez des... comme ça. Bon. Si vous prenez de la drogue, mais cette drogue-là aussi n'accélérera pas le processus mental. Elle peut donner l'impression d'accélération du processus mental parce qu'elle joue dans l'astral et c'est dans l'astral qu'est localisé le phénomène illusoire du temps. Donc, si elle perturbe la perception que vous avez du temps, elle donne l'impression qu'en un court laps de temps, vous avez accès à bien des choses. Mais l'illusion du temps est dans l'astral. Mais il n'y a pas eu d'accélération dans votre processus de pensée. Parce que demandez à quelqu'un qui vous a vu faire. Non, il y a même eu un relaxement du processus. Et en plus, avec une drogue, moi je suis drogué, là je tripe, je rencontre un maître. Le feu pogne ici, ben je brûle avec le maître. Non. Si c'est le mental qui travaille, si le feu pogne ici, vous ne brûlerez pas avec le maître, vous allez être en bas bien avant quelqu'un. Alors, il n'y a aucune drogue présentement qui peut être utile à l'homme. C'est tous des phénomènes nuisibles à l'homme. Puis en plus, ça a deux formes. La drogue n'agissant que sur l'astral, la drogue va donc automatiquement enclencher des phénomènes mémoriels. C'est pour ça qu'on appelle ça une drogue. Elle renforcer, d'ailleurs. Oui, c'est pour ça qu'on appelle ça une drogue. Alors, si vous prenez une drogue, votre physique en a besoin. Mémoire. Votre vitalité en a besoin. Mémoire. Votre astral, votre psychologie en a besoin. Mémoire. Puis c'est pas en devenant attaché à des choses, donc en augmentant notre schéma de dépendance, qu'on devient indépendant. Une question assez longue ici, Daniel. Là. Il y en a plusieurs longues. J'essaie de passer les plus courtes en premier parce que le temps avance. On va en passer une longue. L'énergie cosmique n'est-elle pas calculée dans le temps planétaire? Alors, lorsque l'énergie cosmique descend en l'homme, l'homme sent un vide total en lui, sans aucune pensée, sans aucune émotion. Ce vide total que l'on ressent lors de cette descente d'énergie serait-elle la cause que l'énergie cosmique ne fait pas partie du temps planétaire? Et lorsque l'on ressent ce vide, on s'ennuie parce qu'on a l'habitude de penser. Alors, on crée notre propre souffrance psychologique, mais cet ennui ne serait-il pas un ennui différent de celui que l'on connaît? Sylvie. Disons, Sylvie, que je pourrais répondre à oui. Non? Parce que je pense qu'elle répond avec les choses. Sauf que l'ennui que l'on connaît à ce moment-là, c'est pas un ennui différent. C'est simplement un phénomène émotif, astral, qui s'exprime. Hein? Et puis, effectivement, il y a des choses au niveau de l'astral qui ne peuvent pas s'exprimer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas penser, comme justement tu disais, Sylvie. Alors, si tu ne peux pas réussir à faire sortir des images, parce que tu penses pareil, tu penses que tu penses pas, mais tu ne penses pas sur tous les plans. Donc, tu n'as pas le visuel, l'olfactif, le gustatif, l'auditif, bref, dépendant évidemment comment tu arrives à penser, en couleur, en noir et blanc, en mots ou en visuel, des formes, des dessins. Mais il y a une émotivité astrale quand même qui veut s'exprimer, ne pouvant pas s'exprimer de la façon qu'elle veut. Donc, elle aimerait parler, elle aimerait triper sur ce qu'elle a vécu, elle aimerait n'importe quoi. Bien, elle s'exprime quand même par une lassitude. Ce qui va arriver à un moment donné, c'est que ton mental va être suffisamment développé pour que si cette énergie-là, si c'est bien l'énergie, disons, cosmique, qui descend et qui, effectivement, ne regarde pas le temps, hein, l'énergie ne descend pas en 1 heure. Tous ceux qui ont eu des descentes d'énergie perdaient le phénomène du temps, donc ne savaient pas, à un moment donné, ça fait déjà 2 heures que je parle, je pensais que ça faisait 5 minutes, ou bien, ben paf, flaf, il n'y a plus rien. Parce qu'il n'y a pas eu de temps dans l'énergie. Dans le présent, il y avait énergie. Puis maintenant, tu essaies de la trouver, l'énergie, tu fouilles donc dans ton passé. Tu fouilles dans ta mémoire pour savoir si tu te rappelles qu'elle était là. Parce que si je te donne un coup, le temps que prend l'influx électrique à se rendre au cerveau, ben le coup n'est plus donné. Puis là, je me rappelle, même un millième de seconde en arrière, que j'ai reçu un coup. Parce que la conscience que l'homme a de l'événement extérieur, c'est une conscience mémorielle, c'est parce que c'est enregistré dans la mémoire. Parce qu'un individu qui n'a aucune mémoire ne sent même pas qu'il touche à un verre, parce que tous les fois que c'est perçu au niveau du conscient, c'est effacé. Il ne sait pas qu'il touche au verre. En ayant une mémoire, il additionne les stimuli au millième de seconde, définis par avoir l'idée qu'il touche au verre. L'énergie cosmique,
ou supramentale, ou patati ou patata. Quand elle descend, bien évidemment, elle n'est pas assujettie au temps. Et l'ennui qu'on ressent, c'est simplement le phénomène de différence de potentiel, surtout, qui fait que j'ai senti une forme d'énergie, j'ai senti quelque chose, puis même à un moment donné, tout mon ego est attentif à revivre ce phénomène-là, qu'il ne revit pas. Alors, il n'exprime rien d'autre, il ne fait qu'être en attente, puis il exprime le fait qu'il attend. Puis quand on attend, on s'ennuie. Lorsque Lazare resta 3 jours comme soi-disant mort, n'était-il pas ailleurs pour son fusionnement? Et n'avait-il pas été aidé par le Nazaréen pour ce fusionnement? Marie. Les questions arrivent toujours en leur temps. Une chose est sûre, c'est que celui qui est rentré dans le sépulcre, il fallait qu'il ait une confiance absolument extraordinaire, mais une confiance qui était placée dans sa vie, non pas dans la vie, mais dans sa vie qui vivait dans la vie, pour faire ce geste. Maintenant, pour ce geste, peut-être que toi, moi j'ai fait mon petit bout, tu peux peut-être faire ton petit bout. Bon, on n'a pas le temps, c'est pour ça que je dis que les questions arrivent toujours en leur temps. Non, à un moment donné, disons qu'on va peut-être revenir plus longuement sur les enseignements du Nazaréen, donc les enseignements donnés à Lazare. C'est une forme d'initiation. Il n'a pas fait d'erreur, le Nazaréen. Tu meurs, tu passes. Lui, il a passé. Alors, il s'est passé énormément de choses. Évidemment, ça l'a aidé à son fusionnement. Fusionnement des corps primaires, donc les 4 corps planétaires. Alors, c'est ça que le Nazaréen a fait avec. Mais ça, on va revoir ça beaucoup plus tard. OK. Alors, je te remercie, Daniel. Je m'excuse pour les questions qui n'ont pas été répondues parce qu'il y en a plusieurs et puis il est déjà 11h05. Alors, merci.